Kenya, les islamistes somaliens Shebab ont lancé ce samedi la menace d'une longue guerre et d'un nouveau bain de sang. Ceci 2 jours après avoir massacré 148 étudiants à l'université de Garissa. En République démocratique du Congo, des milliers de personnes continuent par emprunter lacs et rivières malgré les risques d'accidents. Malgré ce danger, la traversée offre la possibilité de contempler le magnifique paysage congolais. Enfin, au Nigeria, moins d'une semaine après son élection à la tête du pays, Muhammadu Buhari promet une lutte sans merci contre Boko Haram et la corruption des priorités au cœur de sa campagne. Nouvelle édition de l'information sur Sika, mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette édition par le Kenya. Les islamistes Shebab somaliens ont encore menacé ce samedi le Kenya. Ils promettent une longue guerre et un nouveau bain de sang. Ceci 2 jours après avoir massacré 148 personnes, essentiellement des étudiants, à l'université de Garissa dans l'est du pays. Dans un communiqué dont l'authenticité a été confirmée par un porte-parole des Shebab, les islamistes affiliés au groupe Al-Qaïda ont expliqué les mobiles de leur attaque à l'université de Garissa, attaque après laquelle Nairobi a promis de ne pas se laisser intimider, et justement par ces islamistes, des islamistes qui menacent de viser à nouveau des écoles, des universités, des lieux de travail et même des maisons pour punir les Kenyans d'avoir élu le gouvernement actuel du pays. Et parlant justement de cette attaque, plus de 24 heures après ce massacre perpétré à l'université de Garissa, les proches des étudiants tués attendent toujours de récupérer les corps de leurs victimes et des proches d'autres n'ayant pas de nouvelles de leurs enfants ou étudiants continuent d'effectuer le déplacement vers les morgues afin d'identifier les corps. Suivons ici les réactions de quelques proches et parents de victimes de cette attaque. Donc j'essayais de chercher mon fils. Je ne l'ai pas eu au téléphone, j'ai essayé mais pas réussi. Donc je suis allé à l'hôpital de Kenyatta pour voir qui avait été amené et il n'était pas là. Je suis donc venu à la morgue, je n'ai pas encore vu son corps. On avait très peur quand on a entendu parler de l'attaque et qu'on n'arrivait pas à la joindre. Les gens à la maison ont commencé à paniquer et à pleurer, car Garissa est très loin. C'est pour ça que nous devons venir ici pour confirmer. Si nous ne la trouvons pas, nous irons à l'hôpital de Kenyatta. Si nous ne la trouvons pas là-bas non plus, nous verrons quoi faire. Nous sommes très tristes. Hadi nilikuwa kazini. Sasa mimi sikuwa najua, ndio nikapigiwa simu kutoka nyumbani. Kaambiwa kwamba j'étais au travail et n'avais pas entendu parler de l'attaque. Donc j'ai reçu un coup de fil de la maison m'informant de l'attaque à l'université. On m'a demandé de le contacter pour savoir comment il allait. Mais j'ai essayé de l'appeler, lui et ses amis, mais ils étaient tous injoignables. Je ne savais pas quoi faire. Kujaribu kutafuta contact za marafiki zake zote zikamteja. Sasa kufikia hapo sasa nikashindwa nifanye aje. Rendons-nous à présent en République démocratique du Congo. Le mouvement de la lutte pour le changement en RDC, le Lucha, recrute de nombreux jeunes révoltés par les séquelles de la guerre à Goma. Dans cette région, les populations subissent la plus grande pauvreté, une grande insécurité permanente. Les précisions dans ce reportage. Il cite Che Guevara, mais pour la non-violence. Eux, ce sont les jeunes militaires recrutés par le mouvement de la lutte pour le changement à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont intégré la lucha afin de se battre contre l'indigence généralisée qui frappe la population du pays. Et les grandes choses contre lesquelles nous nous battons, c'est d'abord l'injustice sociale. Et la dignité humaine qui est chez nous étouffée étant donné la situation sécuritaire que nous traversons et beaucoup d'autres choses qui se passent en République démocratique du Congo. Notre quotidien en RDC, c'est révoltant. S'il faudra voir la manière dont vous dormez, une situation insécuritaire, et non seulement notre manière de dormir, l'alimentation en RDC, c'est pas rassurant. L'éducation chez nous, c'est pas rassurant. La lucha se définit comme un mouvement citoyen non politique et non violent résolu à demander des comptes aux autorités. L'un de ses principaux militants, Fred Boma, est détenu au secret à Kinshasa depuis son arrestation le 15 mars dernier. Il a été arrêté au cours d'une rencontre sur la bonne gouvernance et la démocratie
En Afrique, en présence de 3 activistes sénégalais et un burkinabé. Eux qui seront finalement expulsés par les autorités après avoir été accusés de préparer des actes de violence. Rappelons que la République démocratique du Congo est déchirée par les conflits depuis une vingtaine d'années. Restons en République démocratique du Congo. Dans ce pays, des milliers de personnes continuent par emprunter lacs et rivières malgré les risques d'accidents et de naufrages. Mais toutes les traversées ne sont pas fatales. Elles offrent également la possibilité de contempler le magnifique paysage congolais. C'est le cas du lac Kivu dans l'est de la RDC qui permet la jonction entre les villes de Goma et de Bukavu. Des passagers de cette expédition expriment ici leur plaisir au micro de nos confrères de l'AFP. Je préfère les bateaux parce que les véhicules ça se fatigue et il y en a beaucoup d'insécurité. Je préfère le lac parce que ça ne se fatigue pas, vous arrivez, vous êtes propre et comme ça. Pas du tout d'ailleurs, c'est un voyage qui me met à l'aise, c'est tout le lac Kivu. C'est tout le lac qui me met à l'aise parce que je contemple le panorama des lacs Kivu. C'est l'un des lacs les plus beaux de l'Afrique. Donc des fois les accidents sur le lac Kivu, il y a beaucoup qui conduisaient les bottes, surtout les bottes en bois. Peut-être les sont devenus des capitaines de gros bateaux comme celui-ci. Il y a beaucoup aussi, il y a le problème aussi d'expérience, surtout donc il faut recycler le recyclage des capitaines. On est en train de former les gens pratiquement, mais les théoriquement ne sont pas formés. Le Nigeria, à présent, moins d'une semaine après son élection à la tête du pays, Muhammadu Buhari, l'ancien général et ex-président, redevenu nouveau président, fait de la lutte contre Boko Haram et la corruption des priorités qui avaient fait l'objet de ses promesses de campagne que les Nigérians espèrent voir devenir une réalité dans les meilleurs délais. Reportage. Le nouveau président nigérian élu doit faire face à de multiples défis. En priorité, la lutte contre la secte islamiste Boko Haram et la corruption. Ce sont les premiers chantiers auxquels Muhammadu Buhari a promis de s'attaquer durant sa campagne. Si beaucoup se préoccupent de la lutte antiterroriste, d'autres s'intéressent davantage à la manière dont le nouveau président mènera sa lutte contre la corruption. Most of us who live in this region know precisely where the corruption is. La plupart d'entre nous qui vivons dans cette région savent où la corruption se trouve. Et la corruption ne se repose pas tant sur l'industrie du pétrole. Ce sont des businessmen qui font leur business. Il y a d'autres personnes qui s'alignent avec eux, certains au gouvernement, d'autres peut-être des dirigeants importants qui prennent tant de ce système corrompu pour se rendre plus riches. Je pense que ce sont eux les personnes qui devraient être visées. Les populations nigérianes souhaitent que le nouveau gouvernement qui sera installé au mois de mai prochain mette tout en œuvre pour faire rendre gorge aux corrompus qui ont pendant longtemps pillé les ressources du pays. Une tâche qui de toute évidence ne s'annonce pas facile pour le prochain locataire de l'Azoran. L'Inde, à présent, en 2005, le gouvernement de ce pays avait déclaré la fin de la bataille contre la lèpre. Mais la maladie fait son retour dans certaines régions du pays où plus d'une centaine de milliers de lépreux vivent dans des colonies ostracisées par la société. Les détails dans ce reportage. Une tâche ordinaire qui trahit des années de maladie. Cet homme a été guéri de la lèpre il y a plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, il vit toujours dans cette colonie au cœur de Delhi, avec ses proches et des dizaines d'autres lépreux, tous bannis par la société. Les patients qui souffrent de la tuberculose, qui se transmet par la toux, les gens les prennent dans leurs bras. Les gens n'hésitent pas à côtoyer des personnes ayant le sida. Mais des gens comme nous, qui avons été guéris de la lèpre, nous souffrons de discrimination, juste parce que nos difformités sont visibles. Bien que l'Inde a officiellement éradiqué la maladie en 2005, le pays compte 1 millier de colonies de lépreux comme celle-ci. Et la lèpre fait son retour dans certaines régions du pays. Plus de la moitié des cas détectés dans le monde sont reportés en Inde. La maladie attaque la peau et les terminaisons nerveuses et entraîne parfois des amputations. Mais pour certains, le plus dur reste le tabou attaché à la maladie.
À chaque fois que j'arrive, ils me disent « On ne veut pas jouer avec toi ». Ils me disent de ne pas m'asseoir à côté d'eux dans la classe. Donc je vais au fond de la classe et je m'assois là. Il n'y a qu'une seule fille qui joue avec moi. Une fois détectée, la lèpre peut être traitée gratuitement avec une combinaison de médicaments et cesse d'être contagieuse dans 98% des cas. Pourtant, plusieurs États continuent d'interdire aux lépreux d'obtenir des permis de conduire, voyager en train ou se présenter à des élections. Pour les ONG, la priorité est de changer les mentalités. Une fois que nous touchons les personnes, que nous nous asseyons avec elles, la peur de la contagion disparaît. Quand nous habillons les personnes nous-mêmes, les gens autour de nous le voient et la peur de la contagion disparaît. C'est donc avec ces méthodes que l'on parvient à lutter contre la stigmatisation. La bataille est loin d'être gagnée. Des milliers de nouveaux cas sont reportés chaque année. Et les autorités affirment que la maladie est difficile à détecter. Le problème que nous avons, c'est la période élevée d'incubation pour la lèpre, qui est de 6 mois. Donc nous ne savons pas s'ils souffrent de la lèpre ou non. Notre stratégie aujourd'hui est d'effectuer des recherches de maison en maison, de les soigner ainsi que leurs familles. Le gouvernement affirme parvenir à éradiquer complètement la lèpre d'ici 10 ans. Mais pour l'instant, l'avenir reste sombre pour les habitants de ces colonies et leurs descendants, également victimes de discrimination, même s'ils sont en bonne santé. Du sport pour boucler cette édition. À présent, le football marocain pousse un ouf de soulagement. Le tribunal arbitral du sport vient d'annuler les sanctions qui privaient les Marocains des éditions 2017 et 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Reportage. La Confédération africaine de football avait sanctionné le Maroc pour avoir renoncé à accueillir en janvier la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en raison de l'épidémie d'Ebola sévissant en Afrique de l'Ouest. Le tribunal arbitral du sport a en grande partie annulé jeudi ces sanctions et le Royaume pourra finalement disputer les éliminatoires des Coupes d'Afrique des Nations 2017 et 2019. Je vous dis, c'est pas une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Je crois que pour tout le football marocain, c'est un gros soulagement. Et pour cette génération qui constitue du Mehdi Benassia jusqu'aux plus jeunes, c'est une génération qui est extraordinaire, qui est très talentueuse. Ça aurait été dommage de passer à côté de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 et cette Coupe du Monde 2018. Le tribunal arbitral du sport a aussi considéré que l'amende d'$1 million ne pouvait être imposée, cette sanction financière étant prévue par des règles qui n'étaient pas encore en vigueur au moment du retrait de l'organisation de la CAN 2015 et que seule l'amende prévue par le règlement 2011 de la CAN pouvait s'appliquer, à savoir maximum $50 000. La Confédération africaine de football subit donc une grosse défaite judiciaire. Le président de la Fédération royale du Maroc a également affiché sa satisfaction. La Fédération royale marocaine du football, avec toute responsabilité et respect, a eu recours à un organisme international garanti par le droit international. Cette décision a redonné au football marocain sa place historique au niveau africain, car nous nous considérons comme une partie de ce continent. Après ce long bras de fer avec le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, les autorités marocaines ont assuré qu'il ne s'agissait pas de savoir qui avait gagné ou perdu, mais plutôt œuvrer côte à côte avec la Confédération africaine pour reprendre une relation normale. La CAF doit désigner mercredi prochain au Caire le pays organisateur de la CAN 2017. L'Algérie, le Gabon et le Ghana sont candidats et procéder au tirage au sort des éliminatoires pour cette compétition phare du continent. Lauréat de la CAN 1976, le Maroc reste sur de multiples déconvenues, disqualifié de l'édition 2015 qui s'est finalement déroulée en Guinée équatoriale. Il n'a pas franchi le premier tour depuis sa finale perdue contre la Tunisie en 2004. Voilà qui vient mettre terme à cette édition, madame, monsieur. Avant de partir, une sagesse qui nous vient du Tchad et qui dit « Celui qui peut mettre un œuf dans une bouteille peut aussi l'en retirer. » Celui qui peut mettre un œuf dans une bouteille peut aussi l'en retirer. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end, Pascal, sur Sika.